Monde numérique. L'IA face aux droits d'auteur, ChatGPT, Anthropic ou Perplexity ont-ils le droit d'aspirer tout et n'importe quoi sur le web pour entraîner leur modèle ? On dirait bien que oui. Décision étonnante cette semaine de la justice américaine. On en parle dans cet épisode de l'Hebdo avec Bruno Guglielminetti dans un instant. Attention, petite annonce. Vieille entreprise de tech recherche jeune start-up d'IA pour relations amicales, voire plus si affinité. Apple serait en train de faire son marché pour acquérir un chatbot d'IA. On parle de Perplexity, mais aussi peut-être du français Mistral. L'IA rendrait-elle idiot ? C'est ce que semble dire une étude du MIT, mais attention, on s'est visiblement un peu trop emballé sur cette histoire. On va essayer de tirer les choses au clair. Enfin, la bataille des lunettes connectées a bel et bien commencé. Après les annonces de Meta, le chinois Xiaomi lance à son tour des lunettes qui enregistrent en vidéo et qui jouent les assistants par intelligence artificielle. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, je vous emmène au siège de Snap à Paris pour découvrir justement les dernières lunettes Spectacles et tout ce qu'on peut faire avec de la réalité augmentée en matière de divertissement et de création artistique. On va parler aussi d'IA dans les entreprises au service de la création. Et enfin, avec Capgemini, vous saurez tout sur Iris Carré, ce projet de constellation de satellites européens présenté au récent salon de l'aéronautique du Bourget. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 28 juin 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. C'est parti pour un nouvel épisode de l'hebdo de Monde Numérique, comme chaque samedi, 50 minutes de tech, d'interviews, de débriefs. Le meilleur de la tech disponible sur toutes les apps de podcast, également sur YouTube, des vidéos aussi sur YouTube, même si là on se parle uniquement en audio. D'ailleurs, on me demande parfois s'il n'existe pas une version vidéo de l'hebdo de Monde Numérique, et la réponse est non, parce que malheureusement, pour tout vous dire, c'est un travail de production qui est trop lourd à faire, qui serait beaucoup trop lourd à faire en vidéo, avec des news, des invités enregistrés à l'avance, etc. Beaucoup de montage. Voilà, et puis rien ne remplace la magie de l'audio, bien sûr. 50 minutes donc pour la version classique, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium de l'hebdo sur Apple Podcast ou Spotify. Et on commence par les lunettes connectées. C'est un peu mon dada en ce moment. La semaine dernière, on évoquait donc les nouvelles lunettes de Meta en partenariat avec Oxley. Eh bien, cette semaine, c'est la marque chinoise Xiaomi qui a présenté à son tour une paire de lunettes connectées, les AI Glasses. Ils se sont pas trop foulés pour le nom. Les premières lunettes connectées grand public. Alors, pas de réalité augmentée, mais une caméra pour filmer et de l'intelligence artificielle. On peut filmer des vidéos, diffuser en direct, notamment sur TikTok, selon la démo qui a été faite. On peut écouter de la musique, bien sûr, et puis surtout, donc, interagir avec un assistant vocal baptisé Super Xiao AI. On peut lui poser des questions, traduire de l'audio en direct, résumer des réunions, etc. On peut également, et ça, on n'avait pas vu ça jusqu'à présent sur les lunettes occidentales, payer dans les magasins simplement en regardant avec ces lunettes un QR code et en validant le paiement à la voix. Bon, ça se fait beaucoup en Chine, de payer avec des QR codes, beaucoup moins en Europe, donc il n'est pas dit que cette fonction arrive un jour sur notre continent. Et puis enfin, une option qui pourrait faire la différence, là encore, sur ces lunettes, des verres électrochimiques, c'est ainsi qu'ils sont présentés, qui peuvent changer de teinte très rapidement pour passer de verres transparents à des verres solaires. L'autonomie de ces lunettes serait de plus de 8h30 selon Xiaomi. C'est à peu près autant que les futurs Oakley de Meta, mais c'est 2 fois plus que les actuels Meta Ray-Ban. Alors, je les ai pas testées, ces lunettes, pour tout vous dire. Elles ne sont pas du tout disponibles en France pour l'instant. Mais si vous allez en Chine, ne vous priez pas de les essayer, voire de les acheter. Elles sont déjà en vente au prix de 1999 yuan, soit environ 240 €. Pour le moment, aucune commercialisation n'est prévue pour le reste du monde, malheureusement. En tout cas, voilà, qui renforce l'idée que les lunettes seront certainement le produit tech des années, voire des mois à venir, car ça pourrait aller très très vite, finalement, cette prolifération de lunettes connectées.
On reparle de lunettes connectées tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, même si c'est un autre concept de produit, et je vous expliquerai ça. Je me suis rendu cette semaine au siège de la société Snap à Paris. J'ai pu essayer les lunettes de AR, donc réalité augmentée de Snapchat, et j'ai rencontré notamment le directeur du AI Studio, qui est un endroit unique au monde en fait, où Snap teste des applications de réalité augmentée au service du divertissement et de la culture. Et si Apple rachetait la startup Perplexity? C'est l'une des grosses infotech de la semaine qui a fait couler pas mal d'encre déjà. Tout vient d'une indiscrétion du journaliste généralement bien informé sur Apple, Mark Gurman, journaliste à Bloomberg. La firme américaine serait en effet très intéressée par le rachat d'une entreprise d'intelligence artificielle et elle pourrait jeter son dévolu sur Perplexity. Alors Perplexity, qui est beaucoup moins connu que ChatGPT, c'est un peu le petit pousset de la bande. C'est une entreprise basée à San Francisco, en Californie, qui compte environ 200 salariés, qui est valorisée actuellement à 14 milliards de dollars. C'est donc le prix qu'Apple pourrait être amené éventuellement à payer. Et Perplexity est connu pour avoir été l'un des premiers chatbots spécialisés dans la recherche d'informations sur le web, comme un moteur de recherche, tout en se faisant un point d'honneur à toujours spécifier les sources des informations qu'elle donne, ce qui lui permet de se targuer d'un maximum de fiabilité. J'avais rencontré le fondateur de Perplexity, Aravind Srinivas, en février dernier au sommet de l'IA à Paris. Écoutez ce qu'il disait alors de son entreprise. Perplexity est toujours fiable. Comme pour toute requête sur Perplexity, vous obtenez toujours des sources. Avec ChatGPT, vous en obtenez parfois, mais parfois vous n'en obtenez pas. Ce n'est pas fiable. Perplexity vous donne, dans le mode de raisonnement, comme une chaîne de pensée brute du modèle que ChatGPT n'expose pas. Ainsi, Perplexity garantit que pour tout ce que vous faites, vous aurez toujours de la transparence et de la confiance. Les gens peuvent toujours avoir une expérience Perplexity gratuitement, à la fois pour le raisonnement et la recherche régulière. ChatGPT ne propose pas beaucoup de fonctionnalités pour les utilisateurs gratuits. Donc, tout cela doit nous permettre de garder une longueur d'avance. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons pour nous assurer que nos interfaces utilisateurs soient personnalisées pour chaque verticale, comme la finance, le sport, le shopping, les voyages et le local, et toutes ces choses que nous faisons beaucoup mieux. Et nous allons continuer à améliorer le produit. Pour la recherche, nous sommes le numéro 1. Pour les utilisations génériques d'un chatbot, les gens peuvent utiliser ChatGPT pour écrire leurs emails ou toutes ces choses. Mais je pense que nous restons en avance, notamment avec nos agents et notre assistant Android, que nous avons récemment introduit, qui peut non seulement vous donner des réponses, mais aussi effectuer des tâches pour vous. Voilà, Aravind Srinivas, cofondateur de Perplexity, interview à écouter en intégralité si ça vous intéresse sur le site mondenumérique.info et que vous pouvez retrouver également sur votre app de podcast, sur le podcast Monde Numérique. Alors, Perplexity va-t-il être racheté par Apple? Ça permettrait à la marque à la pomme de rattraper son retard en intelligence artificielle. Pour autant, ne nous emballons pas, rien n'est fait, rien d'officiel, aucune confirmation ni infirmation. Et surtout, on dit qu'Apple, en fait, ne s'intéresserait pas seulement à Perplexity, mais qu'en fait, il ferait un peu le tour du marché et qu'il aurait même montré son intérêt pour la start-up française Mistral. Voilà, si ce thème vous intéresse, on ne va pas en parler plus en détail ici, car on y revient en long, en large et en travers avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique, émission mensuelle. Et l'épisode du mois de juin est à retrouver en podcast en date du 27 juin 2025. Bonne écoute. Allez, toujours en matière d'intelligence artificielle, ChatGPT rend-il idiot ? L'intelligence artificielle, d'une manière générale, réduirait-elle nos capacités cognitives ? Vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours de cette étude scientifique estampillée du prestigieux MIT américain, étude selon laquelle l'usage des chatbots d'IA nous rendrait de plus en plus bêtes. Alors, je vous en parlais d'ailleurs moi-même la semaine dernière, mais uniquement dans la version premium de l'hebdo. Bref, cette affaire a fait pas mal de bruit parce qu'en fait, certains visiblement se sont un peu emballés sur les réseaux sociaux et même dans certains articles de presse pour en déduire que plus il y aurait de l'IA dans nos vies et plus on risquerait de devenir complètement débile sur le long terme. Mais les responsables de l'étude eux-mêmes se sont, face à tout cela, sentis obligés d'intervenir pour préciser que non, leur étude ne montre pas qu'on va tous devenir des légumes si on continue à utiliser ChatGPT
Claude, le chat ou Perplexity. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Eh bien, sans reparler en détail du contenu de l'étude ni de sa méthodologie, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que oui, l'étude en question montre que lorsque nous utilisons des chatbots pour faire certaines choses, eh bien, nos capacités cognitives travaillent moins, sont moins sollicitées, comme en attestent des relevés par électroencéphalogramme. Par exemple, si vous devez résumer un texte, eh bien, si au lieu de le faire vous-même, vous demandez à ChatGPT de s'en occuper, forcément, votre cerveau travaille moins. Et ça peut se détecter par le jeu des ondes cérébrales. Mais en fait, comme je l'évoquais déjà la semaine dernière, c'est un peu comme quand on demande à une calculatrice de faire des divisions ou des multiplications à notre place. Bah oui, forcément, on fait moins travailler son cerveau. Mais en revanche, l'étude ne dit pas du tout qu'il pourrait y avoir des effets sur le long terme. Rien ne prouve que cela altérerait nos capacités cognitives sur la durée, de manière irréversible, etc. Comme quelqu'un qui perdrait ses muscles, par exemple, parce qu'il fait jamais de sport. Bon, sans être un spécialiste du cerveau, on sait que c'est un organe qui a une plasticité assez phénoménale qui lui permet de s'adapter à des tas de situations. Et donc, il n'y a pas de conclusion sur les véritables effets à long terme. Il est vrai qu'une autre étude de Microsoft montrait qu'on avait tendance à perdre son esprit critique et à croire un peu trop facilement ce que dit l'IA quand on l'utilise comme ça de manière un peu flemmarde. Mais là encore, il ne faut pas en tirer des conclusions. En plus, la méthodologie de l'étude de Microsoft était apparemment discutable. Donc, les études sur les effets de l'IA sur notre cerveau, c'est intéressant, mais il ne faut pas les interpréter trop vite, parce que sinon, on va finir par croire que ce sont les études elles-mêmes qui ont peut-être un certain effet sur certains cerveaux un peu paresseux. À propos d'IA toujours, connaissez-vous Cluely ? Cluely, C-L-U-E-L-Y, c'est une start-up californienne qui est assez particulière, car elle a lancé une appli qui vous aide à tricher dans tous les domaines. Tricher aux examens, tricher pour un entretien d'embauche. L'application est capable, lorsque vous êtes en difficulté, de répondre à votre place ou de vous aider à répondre. Par exemple, si c'est un entretien professionnel, eh bien, elle peut vous souffler discrètement les bonnes réponses pour faire face à telle ou telle situation. Alors, cela dit, ça ne fonctionnerait pas très bien à tous les coups, selon des tests menés par des journalistes américains. Ce serait même un peu lent. Mais ça devrait s'améliorer, car cette start-up, en apparence quand même pas trop recommandable, vient de lever 15 millions de dollars auprès du célèbre fonds d'investissement Andreessen Horowitz. Cluely a été lancé par un jeune homme de 21 ans, du nom de Roy Lee, présenté comme un proche de Donald Trump, aimant les stripteaseuses et les gros cigares, et l'application compterait déjà 80 000 inscrits, dont 700 payants. Donc apparemment des utilisateurs qui, eux, n'ont pas du tout envie d'utiliser leur cerveau eux-mêmes. Si vous êtes utilisateur de l'application de messagerie WhatsApp, vous avez peut-être vu apparaître récemment un petit rond bleu sur votre écran, en bas à droite, dans l'appli. Eh bien, c'est l'assistant d'intelligence artificielle de Meta qui fait enfin son apparition. Alors, je parle pour la version française, car cette fonction, en réalité, est déjà disponible depuis 1 an aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais en Europe, ça bloquait pour des raisons réglementaires. Cette fois, ça vient d'arriver. Alors, à quoi ça sert, cet assistant IA ? Eh bien, il est là, évidemment, pour vous aider et vous rendre la vie plus belle, vous expliquera Meta. En gros, vous pouvez lui poser des questions et obtenir des informations venant de l'extérieur de l'application. Par exemple, pour organiser un voyage, vous pouvez aussi lui demander de vous suggérer des podcasts tech en français, par exemple. Si vous ne sortez pas Monde Numérique, à ce moment-là, je vous conseille de l'insulter. En gros, c'est une sorte de ChatGPT intégré à WhatsApp. En revanche, il ne peut pas accéder à vos messages et à vos conversations privées, ce qui est plutôt rassurant. Toutefois, une nouvelle fonction d'IA est en préparation dans WhatsApp. Elle a été dévoilée cette semaine pour les utilisateurs américains. Il s'agit du résumé automatique par IA des messages non lus. Alors en anglais, ça s'appelle Message Summaries, donc résumé de messages. Ça doit être activé volontairement par l'utilisateur dans les paramètres. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton Message non lu d'une conversation pour que Meta AI la résume sous forme de liste de points importants. Ça fonctionnera aussi bien dans les conversations privées que dans les conversations de groupe. Mais pour l'instant, je l'ai dit, ce n'est pas encore disponible pour les utilisateurs européens.
Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet. Il s'agit de Frogance, partenaire de Monde Numérique, qui permet de créer des sites graphiques légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogance est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogance fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Une opportunité unique d'investir dans une innovation française porteuse d'un vrai changement de paradigme. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogance, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogance, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Ravi de te retrouver pour cette séquence partagée entre ton carnet et Monde Numérique. Bruno, il faut qu'on parle d'intelligence artificielle cette semaine, c'est pas très original, mais de droit d'auteur aussi, et tu as suivi ça de très près. Oui, cette semaine, on a été gâtés. Il y a Perplexity et Anthropic qui étaient dans le viseur sur le sujet. D'une part, il y a la BBC qui a menacé de poursuivre Perplexity parce que Perplexity fait usage de son contenu sans autorisation. Oh, le vilain. Exactement. Et là, la BBC exige d'une part l'arrêt immédiat du pillage, pour utiliser leurs mots, puis évidemment, la suppression de ce qu'ils ont été chercher à la BBC. Essaye de trouver ça, toi, dans une base de données. Et puis finalement, on pas sans surprise une compensation financière pour tout le mal qui a été fait. Question que les autres ne fassent pas la même chose. Alors, on veut marquer un pas, mais de l'autre côté, de plus en plus, ce qu'on est en train de voir dans ce domaine-là, c'est des ententes, des licences qui sont prises, notamment certains joueurs maintenant de IA ont des ententes avec des joueurs français. Oui, OpenAI est toujours en conflit avec le New York Times aux États-Unis, mais par contre, ils ont trouvé un accord ici avec Le Monde en France. Ouais. Alors, Perplexity qui se fait taper sur les doigts, d'accord, mais en revanche, Anthropic, lui, a réussi à obtenir gain de cause à l'inverse. Oui et non. C'est le genre de réponse d'avocat là, que je ne suis pas, je le mentionne. Mais et puis c'est un procès, là, ça fait longtemps que ça dure. Moi, déjà l'été dernier, j'en parlais, donc ça fait une bonne année que ça roule. Mais donc, en Californie, il y a un tribunal fédéral de San Francisco qui a dit, écoutez, l'utilisation qu'Anthropic a fait en utilisant des livres qui avaient déjà été publiés pour apprendre à son IA ce que c'est essentiellement, c'est du fair use parce que c'est transformatif. On prend une information puis c'est pour aller plus loin. Alors ça, c'est une chose. Et puis, alors attends, mais le fair use, il faut dire un peu ce que c'est parce que c'est une notion américaine, ça. Hein? Oui, tout à fait. Ça existe qu'aux États-Unis et c'est l'idée d'utiliser quelque chose dont on ne détient pas les droits pour être un ajout à une création qui est autre. Ouais, c'est un usage considéré comme juste, en fait. Exactement. C'est une espèce de tolérance, une espèce de qu'on accorde parce que c'est finalement pour un bénéfice collectif. Et le mot tolérance, c'est important dans ce que tu dis. Mais là, l'affaire, c'est que, donc ça, les gens d'Anthropic étaient très heureux. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ce travail-là sur 7 millions de livres. Et où ils ont pris ces livres-là? Sur des sites qui offrent des livres piratés. Oh. C'est là où le juge. Si le verdict était intéressant. Ça aussi, c'est vilain. Oui, alors méchant revirement. Et là, ils ont dit, écoutez, alors pour le premier volet, vous aviez le droit de l'utiliser. Okay. Et là, sur le principe, on est d'accord. Oui, mais la source d'approvisionnement, ça ne fonctionne pas. Il ne fallait pas faire comme ça. Et donc, il va y avoir un autre procès qui va s'entamer dans quelques mois. Mais l'idée là-dedans, puis je le rappelle, c'est 3 auteurs qui avaient mis à mal Anthropic de prouver la source de son information. Et donc, voilà, là, c'est fait. Alors, ils arrivent, c'est mi-figue, mi-raisin comme jugement pour eux. Mais en tout cas, c'est super intéressant comme sujet parce que on sait que cette problématique, elle est au cœur des LLM, des chatbots d'intelligence artificielle qui ont tous pillé un peu tout et n'importe quoi. À la base, oui, c'est là-dessus qu'ils sont faits. Exactement. Et c'est difficile d'avoir un point de vue tranché parce que effectivement, il faut se ranger du côté du droit et dire non, c'est pas bien, ils auraient jamais dû faire ça. Il faut passer sauf que les amis,
il faut que nous gardions un petit peu, Bruno, notre côté hacker, je pense. Non, mais c'est vrai. Oui. On doit pas. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit avoir oublié un peu notre côté hacker qu'on a. Non, mais quand on est fan de numérique. Et la connaissance universelle, elle appartient à qui? Non, mais alors ça, oui, ça c'est. Non, mais c'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord. Non, mais attends, la connaissance universelle, si c'est le fruit de gens qui ont travaillé pour faire de l'information derrière, des journalistes, des écrivains, des encyclopédistes. Ah bah oui, mais ils ont travaillé, non, on peut pas. Ouais, Platon, il reçoit encore. Ah ben je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je trouve que l'argument, il est pas là. C'est pas le truc de la connaissance universelle, il s'applique sur un tout petit nombre de choses. Allez. En revanche, moi, je revendique le droit au piratage, qui est indéfendable parce qu'il est illégal. Je suis d'accord, et il faut qu'à un moment on leur tape sur les doigts. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, on n'aurait pas les chatbots qu'on a aujourd'hui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Si on avait confié ça à des Français ou des Européens, ils auraient commencé par faire un règlement, à demander l'autorisation, à remplir des formulaires CERFA, et on n'aurait pas de chatbot, et il n'y aurait pas de LLM. Il y aurait un chatbot, mais qui serait capable de te réciter par cœur les lois et règlements qui entourent son existence. Je pense qu'il n'y aurait que ça. Donc voilà, c'est mon côté un peu, tu vois, c'est une espèce de dualité. D'un côté, je suis contre parce que c'est pas légal, et d'un côté, je suis pour parce que il fallait pirater, sinon il ne se serait rien passé. Mais Jérôme, regarde que là, ça c'est fait. Ça, c'est accompli. C'est la base de tous les LLM grand public qui existent. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est des LLM, donc des modèles de langage, donc les ChatGPT de nouvelle génération, qui sont en train d'apprendre, de s'entraîner sur des banques de données synthétiques qui sont créées par eux-mêmes. Et c'est ça que moi, je trouve plus affolant. Alors, c'est une IA qui va se référer à elle-même pour arriver à apprendre quelque chose, puis par la suite, te servir ça à toi, l'humain. Ah ben ça, moi, c'est le premier raisonnement que je me suis fait quand j'ai découvert le fonctionnement des LLM. Je me souviens, j'avais interviewé, je sais plus qui me parlait de ça. Je lui ai dit, mais attendez, ça veut dire les IA vont produire du contenu, ça va être exponentiel, ça va inonder le web, et demain, l'IA va se nourrir avec le contenu qu'elle a elle-même vomi, en fait. Oui. Mais on sait qu'il y a des limites à ça, parce qu'il y a des études qui ont montré que quand elles font avec ça... Avec les images, notamment. Voilà, notamment les images, il y a des distorsions, et à la fin, ça devient absolument n'importe quoi. Oui, sauf qu'entre-temps, moi, je regarde, puis je le raconte souvent quand je fais des conférences, et c'est l'idée que, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'aujourd'hui, l'information qu'elle nous amène, c'est à partir de la fameuse connaissance universelle. Mais un jour, pas si lointain, à un moment donné, l'IA ayant fait son tri, pour pas mentionner ChatGPT, Claude ou les autres, l'IA ayant déjà fait son tri à travers toute cette connaissance pour nous offrir l'essentiel moelle, qu'est-ce qui va arriver? Dans 2 ans, dans 3 ans, elle ne va pas se faire chier à aller voir qu'est-ce qui s'est écrit à un moment donné, à l'époque, sur tel sujet. Non, je me souviens, le mois dernier, j'avais déjà résumé tout ça, et c'était ça. Ouais. Et donc, tu n'as pas besoin de la source, quoi, en fait. Non, il n'y a pas besoin de la source, mais t'imagines, là, il y aura la Joconde et on s'intéressera même pas de savoir de quand elle date, qui l'a faite. C'était une jeune femme sur une peinture, à un moment donné, qui était là, puis ça a été fait. mais c'est ça. Donc, il y a toute cette perte de connaissance. Non, mais c'est le vrai. Et donc, il y a toute cette connaissance, champ gauche, champ droit, qui va être perdue si on ne fait pas attention. Non, mais bon, là, effectivement, moi, je pense qu'on s'arrêtera avant. On s'arrêtera pas, mais il y aura des je le trouve très optimiste. C'est comme ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire sur les données d'entraînement. Ils ont scrappé, comme on dit, c'est le terme, c'est le scrapping. Et entre parenthèses, il y a plein de startups qui se montent comme ça. Elles commencent par scraper les contenus des autres pour pouvoir soit entraîner, soit voir comment sont construites les bases de données, s'inspirer, etc., etc. C'est un truc qui est assez répandu. Encore une fois, je dis pas que c'est bien, mais si on le faisait pas, la technologie n'avancerait pas. Mais c'est maintenant, je pense qu'on rentre dans la phase 2 où effectivement, c'est l'heure de la justice, c'est l'heure de rendre des comptes. Et quand tu gagnes des millions avec les chatbots entraînés de cette manière, il faut rendre l'argent, quoi, si on peut dire. et il faut passer à la caisse, ça c'est normal. Aïe. Ah bon, enfin, en tout cas, tu as vu que ChatGPT cartonne, est toujours en tête. De plus en plus populaire en Europe. Ouais, c'est fou, hein. Effectivement, il y avait une étude Médiamétrie là qui montrait que la fréquentation du site ChatGPT augmente. Alors, j'ai plus les chiffres, mais c'est phénoménal. Et c'est même c'est au détriment d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux, des réseaux sociaux, notamment X, qui lui pique un peu du nez, et aussi des médias.
des sites de médias. Et ça, j'ai l'impression que c'est un signal faible qui montre que vraiment il est en train de se passer des choses. Moi, j'ai posté une petite vidéo cette semaine. Je me suis amusé. En fait, je montrais comment je recueillais de l'information sur ChatGPT. En fait, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT, en plus en mode vocal, de me dire quelles sont les news aujourd'hui. Donc, il me donne 2-3 news. Et puis après, je discute avec lui. Je dis, ah ouais, tiens, à propos de l'Iran et Israël, alors est-ce que ça veut dire ça? Quelles sont les réactions dans le monde, etc. Et c'est comme magique. si tu parlais avec le lecteur de nouvelles. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter bêtement le présentateur de radio, tu discutes avec lui. Moi, j'aime pas le sport. Je peux lui dire, tais-toi, parle-moi d'autre chose. J'aime pas le sport à la radio ou à la télé. Voilà. Donc, non, c'est un vrai phénomène. Est-ce que tu as eu des réactions? Oui. Alors, et des réactions alors moi, j'ai posté ça un peu provocateur en disant que c'était la fin des radios d'information continue. Ouais. On m'a dit, mais pas du tout, mais non, les gens veulent de l'humain et tout. Mais bien sûr, il faut encore des vrais humains pour faire des reportages, pour faire des décryptages, des analyses, c'est vrai. Mais l'info brute, le flash, ce qu'on appelle le flashman et tout, enfin, c'est idiot de faire ça par des gens aujourd'hui. Honnêtement. Je citerai personne, je parlerai pas des radios que j'ai bien connues dans le passé, mais quand j'entends aujourd'hui des petits camarades que je connais en plus qui font ça, je me dis mais les amis, sortez-vous de ce guêpier quoi, c'est fini. Bref, bon, ça on va le couper, non? Non, mais moi je trouve ça très intéressant, ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est quand même intéressant. Je comprends qu'il y a des gens qui vont aller pour le moindre effort et qui vont tout simplement allumer la radio, l'écouter sur Internet, mais quelqu'un qui veut aller plus loin ou qui veut être proactif dans sa consommation d'informations, c'est intéressant là, de pouvoir interrompre. Il y a un sujet qui t'intéresse, ben tu restes plus longtemps avec en guillemets, l'IA ou l'animateur pour aller plus loin dans l'information. Tu vas être capable d'aller chercher un peu partout. Et dans les commentaires, on m'a dit oui, mais l'IA se trompe, elle hallucine. Alors, on précise, on va pas creuser le sujet là, mais qu'elle se trompe de moins en moins. Elle est de plus en plus précise. Et puis, on peut l'entraîner sur ses propres data. Et deuxièmement, mais cela dit, tu as raison, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque en disant, mais la majorité des gens ne veut pas de ça. La majorité des gens veut écouter un truc sans se poser de questions et donc quelqu'un qui récite. Donc, voilà, les présentateurs de flash d'infos ont peut-être encore un petit peu d'avenir devant eux. Et c'est pour ça que Netflix fonctionne très bien. Hein. Les gens s'assoient dans leur salon, tranquilles, allument la télé, choisissent un film et regardent ça. C'est ça. Mais ouais, tout à fait. Bon, enfin voilà. Et puis, de toute façon, tout ça, c'est des technologies américaines, donc on va arrêter de les utiliser. Pour des questions de souveraineté. Mais c'est bien que tu dises ça parce que ça fait un excellent pont vers le sujet dont je voulais te parler cette semaine. C'est pas du tout fait exprès. Non, pas du tout. Ben non, c'est là qu'on voit le professionnel en toi. Je voulais te parler de Gander. Est-ce que ça dit quelque chose, Gander? Gander, je crois que c'est dans le domaine des réseaux sociaux, hein, et c'est chez vous que ça se passe. C'est très fort. Mais avant d'être les réseaux sociaux, Gander, c'est une ville qui est située sur Terre-Neuve, qui est la province canadienne. Et Gander, ça a été longtemps un aéroport important parce que les avions qui venaient de l'Europe devaient arrêter à Gander pour refaire le plein et poursuivre en Amérique. Et puis quand il y a eu l'attaque du 11 septembre, tous les avions qui arrivaient vers la côte est américaine étaient détournés sur Gander. Et c'était fou, là. Il y a des images, vous faites la recherche sur Google, là, vous allez voir des images impressionnantes. Comment t'écris ça? Gander, G-A-N-D-E-R. G-A-N-D-E-R, OK. Gander, c'est un symbole au Canada. Et donc, Gander, c'est aussi le nom d'un nouveau réseau social pour les Canadiens, fait par des Canadiens, qui est en train d'être mis au rodage. Je pense qu'il y a quelque chose comme 10 000 personnes qui sont déjà en train de roder la machine. Ça va probablement être lancé à l'automne. Et donc, ils commencent à faire lever un peu de poussière autour de ce sujet-là. Et l'idée là-dedans, c'est pour faire un pied de nez au Facebook, au LinkedIn, aux Threads et autres réseaux sociaux tous les réseaux américains. Exactement. Donc, c'est une volonté de souveraineté numérique. Quoi. Justement, et de là, le lien avec ton propos, c'est d'être entre Canadiens, mais avec des données qui vont rester au Canada, qui ne seront pas vendues à l'extérieur. Et je trouve l'initiative intéressante. Maintenant,
Il existe des trucs comme ça à l'heure actuelle au Québec. Club en est un. Il y a aussi. Oui, il y en a plusieurs. C'est pas le premier. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont encore en rodage, mais Gander Social, là, donc Gander tout court, ça semble prometteur. D'accord. Ça va fonctionner encore sur le même principe que Blue Sky, là, c'est Mastodon. Et on aura le droit de venir, nous, les Français, ou pas? Ben, je pense qu'on acceptera les touristes, oui, avec un visa. Vous allez être pire que les Américains. L'idée là-dedans, c'est d'être dans la bonhomie canadienne. Non. Et puis comme on est très accueillant, ben, probablement que les étrangers pourront venir faire leur tour, mais ça sera toujours sur sol canadien avec le savoir-vivre canadien. Ça va être super. Il y aura Poutine à tous les étages. Arrête, moi je te parle pas de baguette, là. Bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, je te parle d'un sujet qui va probablement intéresser tes auditeurs. Il y a plusieurs sujets, mais écoute, demande-moi pas pourquoi, mais j'ai eu un flash. Je me suis dit, pourquoi je n'allais pas à la recherche de gens qui étaient là au départ des guichets automatiques? Oh là. Ah bon? C'est ce qu'on appelle comme ça, tu t'es réveillé le matin, tu t'es dit, tiens, allez, intéressons-nous aux guichets automatiques. Oui, parce qu'en France, on appelle ça des ATM. Non. Non? Ah non, on appelle ça des distributeurs de billets. Ah, des distributeurs de cash. C'est comme ça qu'on les appelle en France, ouais. Cash machine, ouais. Mais donc, alors je me suis tourné du côté des gens de chez Desjardins, qui est une institution, je ne dirais pas millénaire, parce qu'il ne faut pas exagérer. Même moi, je connais. Bon, tu vois, même toi, tu connais, juste te dire. Et donc, j'ai été voir, je me suis entretenu avec leur historien. Et puis, il m'a raconté l'histoire des guichets automatiques au Québec, mais aussi au Canada. Et c'est fort intéressant. Et je me suis dit, j'avais presque l'impression d'écouter d'une de tes émissions de série d'été, là, avec les propos intelligents. On sort de cette entrevue-là et on se dit, tiens, quand même, j'ai appris quelque chose. J'ai appris des choses, c'est gentil. Alors, c'est ça. Alors, c'est un des éléments de cette semaine. Sinon, on va faire un tour en Afrique avec Muriel et Joe pour aller prendre des nouvelles de l'actualité africaine. Et ça, oui. C'est un segment que j'aime beaucoup. Après notre rencontre, je pense que c'est mon segment préféré. Ah, écoute, je te comprends. Hey, Jérôme, je te laisse retourner à ton balado. Et puis moi, je vais faire la même chose de mon côté. Et puis, je salue tes auditeurs. Allez, on retourne chacun à nos... Non, balado, j'arrive pas à le dire. Désolé. Allez. Ciao, Bruno. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Ce ne sont pas vraiment des lunettes, c'est plutôt un casque de réalité augmentée miniaturisé. Du coup, c'est quand même assez gros, mais ça offre des fonctionnalités que ne proposent pas d'autres lunettes comme celle de Meta par exemple. C'est-à-dire une véritable expérience de réalité augmentée avec des images en surimpression dans le champ de vision. Je veux parler de la dernière version des lunettes Spectacles de Snap, maison mère de Snapchat. Snap, il faut le rappeler, avait été la première marque de tech à sortir des lunettes connectées, appareils photo. C'était en 2016. On ne parlait pas encore de réalité augmentée. Et aujourd'hui, ils sont engagés dans une démarche assez intéressante d'application de réalité augmentée au service du divertissement, dans le prolongement de l'application Snapchat et de ses innombrables filtres. Je me suis rendu au tout nouveau siège de Snap à Paris, où se trouve l'AR Studio, un endroit unique au monde pour cette entreprise, consacré à la recherche dans le domaine de l'AR au service de la culture et du divertissement. J'ai pu essayer ces fameuses lunettes. D'ailleurs, j'ai été assez séduit par les performances, la qualité d'image, la réactivité. On a discuté également du prochain modèle qui sortira en 2026. C'est tout de suite dans Monde Numérique avec mon premier invité, avant de parler ensuite de l'IA au service de la création dans les entreprises, puis de revenir sur le salon aéronautique et spatial du Bourget. C'est la séquence interview de Monde Numérique l'hebdo. Bonjour Antoine Gilbert. Bonjour. Vous êtes directeur du AR Studio exactement, chez Snap. On est au milieu des lunettes connectées, les fameux Spectacles, avec plusieurs modèles. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée plus exactement, et des lunettes connectées chez Snap? On a lancé notre première version de lunettes en 2016. Et depuis 2016, on a fait évoluer cette technologie pour arriver aujourd'hui en 2024 avec des vraies lunettes de réalité augmentée qui sont
sont en ce moment dans les mains des développeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ces lunettes ? Par exemple, dans la catégorie jeux, on a des jeux de ballons qui sont assez puissants puisqu'on peut jouer avec un vrai ballon de basket, avec un vrai ballon de foot qui sont traqués par les lunettes. Et donc, on est dans la vie réelle, sauf qu'il y a évidemment du digital qui se superpose, comme la vitesse du ballon, la trajectoire, etc. Donc, notre jeu de ballon devient augmenté. Ça, c'est un exemple dans le jeu, ou le sport, parce qu'on est presque dans le sport, vu qu'on joue physiquement et on se fatigue physiquement sur ces ballons. Dans l'éducation, il y a par exemple une expérience qui permet d'apprendre le corps humain. Et donc, on a un mannequin qui apparaît et grâce à ces gestes, on va pouvoir rentrer dans le système nerveux, dans le système sanguin, dans le système musculaire et avoir des détails, des informations sur chaque organe, etc. Donc, pour apprendre la médecine ou en tout cas l'anatomie, c'est déjà très bien. Pour le piano, c'est aussi très intéressant d'être face à un vrai piano et d'avoir ses mains qui sont traquées pour pouvoir interagir directement sur les touches qui sont concernées, etc. Donc, il y a énormément de lens qui ont été mises sur l'App Store. C'est pas une App Store qu'on appelle ça, on appelle un Lens Explorer. C'est permet d'explorer les lens qui sont disponibles. Donc, beaucoup d'applications ludiques. Quelle est la stratégie de Snap derrière tout ça ? Depuis toujours, Snap est là pour connecter la famille et aux amis. Et donc, les lunettes, ça va et la réalité augmentée sur laquelle on investit depuis plus de 10 ans dans la caméra de Snapchat. Quand vous êtes sur l'application de Snapchat, ce qu'on vous propose en premier, c'est de vous prendre en photo ou de prendre en photo le monde qui vous entoure pour le partager avec vos amis. Et c'est grâce à cette technologie qui augmente ce que vous voyez, en vous transformant le monde, qu'on a déployé cette même technologie dans des lunettes, qui fait du sens puisqu'aujourd'hui, notre champ de vision, il vient de nos yeux, donc avoir des lunettes et avoir les mains libres, c'est bien plus intéressant. Donc nous, tout l'enjeu de Snapchat, c'est de continuer à déployer cet écosystème technologique qui comporte un OS, un logiciel de développement, des applications, un écosystème de développeurs et que l'ensemble de ces communautés-là puissent s'en servir aussi bien sur leur téléphone que bientôt dans des lunettes. Alors, je les ai essayées, elles sont assez étonnantes en termes de réactivité, de luminosité, la qualité sonore est bonne, la perception des mouvements aussi pour l'interaction est très très précise, mais ce sont des objets qui sont très gros, franchement on s'imagine pas porter ça tous les jours, quoi. Aujourd'hui, l'étape dans laquelle on est, c'est un device qui permet de faire la démonstration de la puissance de cette technologie dans un objet qui est destiné aux développeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes les essayer, les tester, etc. Mais il y a quelques semaines, on a annoncé qu'en 2026, il y a un modèle grand public qui sera disponible et qui, bien évidemment, corrigera ce côté un petit peu bulky qu'on dit aujourd'hui d'un modèle qui est destiné aux développeurs. Donc, Snap, qui était le premier à sortir ce type de lunettes, mais vous avez des concurrents, il y a Meta, il y a Google aussi, je crois. Est-ce que 2026, ce sera l'année des lunettes connectées, des lunettes de réalité augmentée ? Ça fait des années qu'on a ce genre de prédiction et qu'on essaye de se dire est-ce que ça sera la bonne année. Il est vrai que l'ensemble de l'industrie, et c'est un bon signe, investit massivement sur ces technologies parce que je pense que l'ensemble des boîtes tech savent que la spatialisation du digital est une étape évidente de l'évolution du numérique. Aujourd'hui, on consomme les contenus sur des écrans plats. Les capacités permettent de les consommer dans le monde réel et des entrelacés. Donc, qui va avoir la bonne technologie au bon moment? Tout ça, ça reste des prédictions. En tout cas, nous, on est très confiants parce que on voit l'effet, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure, l'effet que ça a et que la technologie, elle est vraiment robuste aujourd'hui. Elle fonctionne, elle est réactive et c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans différents domaines, on est prêt à lancer des expériences qui vont avoir du sens et de la valeur pour les gens. Merci beaucoup Antoine Gilbert, directeur du AR Studio de Snapchat. Exactement, merci à vous. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les entreprises pour la création. La création de nouveaux produits, notamment dans le luxe, la parfumerie ou encore la parapharmacie, la pharmacie, mais aussi bien sûr pour le marketing et la publicité grâce à l'IA générative. On en parle dans un épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec l'événement One-to-One IA Expérience Client qui se déroulera à Biarritz du 30 septembre au 2 octobre 2025. Avec deux invités, Tom Elbez, Chief Digital Officer du groupe de dermocosmétiques Pierre Fabre et Sonia Mamin, directrice de One-to-One IA Expérience Client.
Voici un extrait de cette émission. Sonia Mamin, dans ces entreprises que vous allez réunir à Biarritz, l'IA est déjà partout, en fait. Ce que l'on voit, c'est que l'IA est partout. Ça, c'est la première chose. On le voit bien sûr sur la créativité, donc notamment au niveau des marques de mode et de cosmétiques, mais pas que. Donc en fait, il y a l'IA qui peut être utilisée, si je prends l'exemple de location, entre guillemets, de studio ou de voyage à l'étranger, de prendre des top modèles, etc. Il y a des solutions d'IA aujourd'hui qui permettent finalement de tout gérer vulgairement en un clic et qui permet finalement aux marques, de réduire les coûts, d'être beaucoup plus rapide et surtout d'avoir une variété de scénarios ou de pack-shots, par exemple, beaucoup plus large. Tom Elbez, au sein du groupe Pierre Fabre, qui donc est spécialisé dans les produits de dermocosmétiques, de quelle manière est-ce que vous utilisez l'IA générative pour la publicité et le marketing ? Alors, chez Pierre Fabre, on utilise l'IA, on l'utilise surtout pour la déclinaison des contenus. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une source originelle qui va être un shoot classique, un film. Donc des vrais gens filmés. Des vraies personnes vont être filmées. Et l'IA va nous servir justement à adapter ces contenus aux différentes plateformes sur lesquelles on va les utiliser, dans les différentes langues, avec les différents produits. Le packaging d'un produit en France n'est pas le même que celui des US. C'est le même produit à l'intérieur, mais obligé pour des contraintes légales et réglementaires d'avoir différents claims, différents ingrédients. On n'est pas obligé de mettre toute la liste dans certains pays, alors que dans d'autres, on est obligé de le faire. Donc, on doit s'adapter. Et donc, je vous laisse imaginer la production qu'il y a derrière. On ne va pas forcément shooter un film télé avec 4 versions du produit. En revanche, l'IA va nous permettre effectivement d'aller adapter ça beaucoup plus rapidement. Sur des éléments statiques, par exemple, il y a l'enjeu de la traduction. Ça paraît tout bête, mais on utilise tous depuis très longtemps des outils de traduction. Sur de la traduction alors en général la traduction est quand même validée par nous et par la marque. Claim, en tout cas il y a des éléments réglementaires sur les packs, donc on peut pas laisser l'IA faire toute seule. Néanmoins, elle peut traduire une fois qu'on lui a donné les bons éléments. Oui, parce que les mots sont pas forcément. On est obligé d'avoir des mots. Une crème, ça se dit crème dans tous les pays, non ? Oui, ça se dit crème dans tous les pays, mais certaines actions de la crème vont être décrites différemment selon les pays. Dans certaines, on va dire hydratation, et dans d'autres, on va utiliser un autre terme, par exemple. D'accord. Donc cela dépend, et ça c'est une orientation clé marketing qui est donnée par le chef de produit, la direction de la marque, qui va donner ça. Nous, on va la donner à l'IA, qui elle va faire toutes les déclinaisons. Donc en fait, on va paramétrer l'IA pour qu'elle, ensuite, elle décline, mais c'est un gain de temps et de productivité colossal. Les budgets de traduction, c'était des humains avant. Aujourd'hui, il y en a moins. Il y en a toujours un petit peu, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle du copywriting, donc quelqu'un qui va aller vérifier quand même que l'intonation est la bonne, etc. En tout cas, que le champ sémantique de la marque est bien utilisé, parce qu'on ne va pas tous adresser le terme acné de la même façon, par exemple. Et donc, l'IA, là, va nous servir... Ça se dit comment en chinois, acné ? Je ne sais pas. Et donc voilà, donc l'IA va nous permettre en tant que marque et siège d'une entreprise d'aller développer des assets, des contenus de marque beaucoup plus rapidement, dans plus de langues. D'accord. Et en limitant du coup la charge de nos équipes locales qui passaient avant énormément de temps à recevoir un contenu en anglais, le traduire, le dupliquer. Voilà. Mais vous n'utilisez pas des outils comme, je ne sais pas, VO de Google ou des outils de ChatGPT qui permettent, ou Sora, etc., pour créer de toutes pièces, par exemple, des clips vidéo. Alors, dans notre cas, nous ne créons pas de clips de toutes pièces lorsqu'il y a de l'humain ou de la représentation de la peau. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que nous attachons une grande importance à présenter des visuels de peau réels, notamment quand on vend des solutions de peau et qu'il y a un résultat qui doit être visible. Donc c'est pour ça que, sans hésiter, nous sommes fixés cette contrainte lorsqu'il s'agit de peau. Maintenant, lorsqu'il s'agit de représenter un pack-shot de produits, donc la visualisation d'un produit, là nous pouvons utiliser de l'IA, puisqu'on va juste ajouter un fond, on va effectuer une vidéo qui fait le tour du produit par exemple, sur les fiches produits de certains sites. Il est fortement, donc je pense à des géants de l'e-commerce, ils nous recommandent de leur livrer des visuels où on fait le 360, le tour du produit. Donc ça, ce sont des vidéos qui sont générées par l'IA. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, ils le feront pour vous maintenant. Exactement. Donc nous préférons le faire. On ne parle pas du tout d'Amazon. Non.
Nous préférons le faire pour avoir la main sur le visuel qui va être fourni, mais pour ce type de visuel, oui, nous pouvons utiliser l'IA et des IA génératives. D'accord. On peut utiliser celles qui ont été mentionnées et celles aussi des grandes plateformes comme Meta ou Google qui proposent leurs IA aujourd'hui, qu'on utilise pour des formats publicitaires notamment. Sonia Mamin, l'IA générative, ça révolutionne la communication, marketing, les publicités, etc. Ça révolutionne la créativité, ça booste la créativité. En revanche, ça ne remplace pas l'humain sur le choix final de la créativité. Donc, c'est ça ce qui est assez intéressant. Pour moi, c'est source d'inspiration. Ça, c'est indéniable. En revanche, je suis capable, moi, Sonia, de pouvoir arbitrer sur ce qui convient, ce qui génère les émotions, quel peut être l'impact de tel ou tel créa. Retrouvez la version complète de cette émission spéciale consacrée à la création par intelligence artificielle dans les entreprises sur le fil du podcast Monde Numérique, épisode en date du 2 juillet 2025, et la vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation de Capgemini pour l'Europe du Sud. Ravi de vous retrouver, comme chaque mois, pour ce rendez-vous en partenariat avec Capgemini. Et on fait le point ce mois-ci sur le récent salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, avec beaucoup d'innovations présentées dans de nombreux domaines, dans la défense aussi, mais en particulier ce projet de constellation satellitaire européen qui n'est pas très connu encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux Iris Carré ? Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'Iris Square ? Qu'est-ce qu'Iris Carré ? En fait, c'est le concurrent, on va dire, à Starlink. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à Internet partout dans le monde, tout le monde pense à Elon Musk, à Starlink, à SpaceX, qui a déployé plus de 6-7 000 satellites pour fournir un Internet sur la planète entière. En France, nous avons OneWeb, qui est une constellation basée sur des technologies Airbus, entre autres, et qui permet pour les professionnels d'avoir ce service-là. Mais l'Union européenne devait réagir pour pouvoir avoir son propre réseau souverain. Et donc, c'est le projet Iris Carré qui a été enfin signé par l'Europe et qui va être déployé par des grands du spatial européen. On pense à Eutelsat, à SES, à Hispasat, bien entendu, Airbus, Thales. Mais il y aura également 30% de start-up dans ce nouvel écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il s'agit de rattraper un retard, en fait, clairement. Exactement, et un grand retard. Donc on a déjà eu ça par le passé. Si vous vous souvenez du GPS, dans la fameuse géolocalisation par satellite. Donc GPS, c'est le système américain. Et l'Europe avait réagi avec Galileo pour ne pas être pieds et mains liés à un opérateur américain. Ouais. Donc là, on a vu défense. Est-ce que justement, c'est intéressant ça, parce que est-ce que l'exemple de Galileo, finalement, quelque part, est rassurant ? C'est-à-dire que oui, on arrive après, on est en retard, mais on a réussi à rattraper le retard, parce qu'aujourd'hui, Galileo est très utilisé, et notamment par l'armée, vous me le confirmez ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, même vous, lorsque vous avez un téléphone, une montre, si vous regardez les spécifications de votre montre ou de votre téléphone, vous verrez qu'il y a au moins 3 ou 4 réseaux GPS utilisés. Vous avez le GPS américain, vous avez le Galileo européen, vous avez le Baidu chinois et le GLONASS russe. Donc aujourd'hui, chacun a trouvé sa part. Et Galileo est très utilisé et il est même un peu plus puissant que le GPS. Il faut savoir qu'il y a des organismes comme l'ESSP qui va fournir une qualité de signal encore plus supérieure, basée sur Galileo, utilisée par tous les avions sur les aéroports pour faire un atterrissage-décollage par temps de brouillard, par exemple. Donc on voit un exemple très concret de ces avantages et on se doit d'être positif, bien entendu. On part avec beaucoup de retard, mais il n'est jamais trop tard pour réussir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je reste sur le GPS, ça veut dire que si aujourd'hui les Américains, pour une raison X ou Y, décidaient de nous couper le GPS, ce serait pas dramatique parce qu'il nous resterait Galileo qui marche bien. Exactement. Donc, ça a été la principale raison. Vous savez très bien que si vous utilisez Google Maps, par exemple, il y a des endroits qui sont brouillés. Donc là, c'est pour la partie image, mais c'est pareil sur la partie GPS. Dans certains endroits, vous n'arriverez pas à avoir une bonne position GPS parce qu'il y a des brouillages qui sont réalisés pour protéger certains sites.
Alors ça, c'est la partie géolocalisation par satellite. Donc là, revenons à la partie communication. Iris Carré, on en est où ? On est Alors, on est quand même bien avancé. En fait, la première étape, c'est signer le contrat. Donc, il y avait une première ébauche qui était aux alentours de 14 milliards, qui a été refusée par l'Union européenne. Et donc, il y a eu une deuxième tour qui avec un investissement plus faible de la part des institutions. Et donc là, l'accord a enfin été signé. Et maintenant, les acteurs travaillent sur l'architecture du système qui doit être validée avant qu'on puisse passer en production. Donc, on attend une mise en exploitation vers 2030. Bon, il y a des risques que ça dérape un petit peu. C'est plus de 400 satellites qui vont être envoyés. Donc, il faut les produire, les délivrer, prendre les slots de tir sur les fusées. Donc, forcément, ça prendra un petit peu de temps. Et ce serait comme Starlink, ce serait des constellations de petits satellites en orbite basse, ou c'est un autre système ? Alors, non, Starlink, c'est de l'orbite basse, et IRIS², ça va être en mélange. C'est-à-dire qu'on va avoir une majorité de satellites en orbite basse. Donc ça va être le rôle de OneWeb, qui a été racheté par Eutelsat. Donc Eutelsat va s'occuper de cette orbite basse avec l'évolution de leur constellation actuelle. Et il y a également quelques satellites en MEO et GEO, donc MEO pour Middle Earth Orbit, dont des satellites qui sont pas entre 400 et 1000, mais plutôt vers quelques milliers de kilomètres. Et puis SES, qui va fournir la partie géostationnaire, donc là des satellites qui sont à 36 000 kilomètres, pour avoir une complémentarité sur différents types de services. Mais bon, on comprend que c'est pas demain la veille qu'on pourra acheter sa petite antenne pour avoir sa connexion Internet par satellite. Il faut patienter un petit peu. N'importe où en France. Merci Patrice Duboé, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud et pour l'industrie aérospatiale et défense chez Capgemini. C'est fini pour cet épisode de l'Hebdo de Monde Numérique en date du 28 juin 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour votre fidélité à ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, continuez, y compris pendant l'été. Je serai avec vous tout l'été. Je suis en train de vous préparer quelques petites surprises. On en parlera un peu plus tard. Vous le savez, vous pouvez retrouver les versions longues des interviews la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique, à moins que vous les ayez déjà écoutés via l'épisode de l'Hebdo Premium, disponible sur abonnement sur Apple Podcast et sur Spotify. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, des commentaires également sur Spotify, sur les autres applis qui le permettent. Elles ne le permettent pas toutes, malheureusement, y compris sur YouTube. YouTube Musique pour l'audio seul et YouTube pour quelques vidéos. Voilà, vous savez tout. Et puis de toute façon, pour en savoir plus, une seule adresse, mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.